Vous êtes-vous déjà demandé si notre façon de travailler est normale ? Je ne pense pas qu'une chirurgienne réveille son patient après chaque incision. Je ne pense pas qu'un caissier fasse le total tous les 3 articles. Et pourtant, quand nous autres devs codons, nous testons quasiment après chaque ligne de code. Écrite ou copiée d'ailleurs. Ne mentez pas, nous l'avons tous fait. Loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas tester, c'est bien sûr indispensable. Mais alors, peut-on coder en ne testant qu'une seule fois ? Faut-il vraiment tester chaque ligne ? Et surtout, a-t-on mal appris à coder si nous avons besoin de tester autant ? Pour répondre à ces questions du premier coup, je ne reçois pas Robin Desbois, mais il s'y connaît en cible. Thomas, bonjour. Bonjour Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Thomas, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Bonjour à tous, je suis Thomas Walter, je suis CTO et cofondateur de Okla. Okla, on est une agence spécialisée dans le développement de dispositifs médico-numériques. Donc ça va être des applications mobiles, web, qui vont accompagner le traitement, le diagnostic, qui vont s'interfacer dans le parcours de soins du patient. Et voilà, on est 40, une vingtaine de devs, et on s'est lancé il y a 2 ans. Ok. Donc tu viens nous parler de cette méthode si particulière que tu as appliquée chez Okla. Ouais. Du coup, alors 2 premières questions d'emblée. Vas-y. La première, c'est est-ce que c'est toi qui es à l'origine de cette solution ou est-ce que c'est un truc que tu as trouvé, implémenté ailleurs ? Ouais. Et la deuxième question, c'est ce qu'on évoquait du coup en début de live. Tu es dans un milieu médical où il y a quand même beaucoup de tests, beaucoup de moyens de s'assurer que ce qu'on produit est valide, et toi pourtant tu choisis une option avec le moins de tests possible. Est-ce que c'est pas antinomique ? Ok. Alors pour la première réponse, je pense que j'ai l'impression que oui, je l'ai trouvé moi-même, mais en fait pas du tout. Et je pense que quand j'en ai parlé autour de moi, tu t'es dit ah mais ouais, c'est comme le principe test commit revert de Ken Beck. Tu vois, Ken Beck, l'auteur de Extreme Programming, Ouais. qui a énormément développé les méthodes agiles avec les itérations courtes, continuous integration, tout ça. Et en fait, il avait fait à peu près le même principe, test commit revert. Il a fait un article d'ailleurs de blog là-dessus. Vous pouvez aller voir. Le principe, c'est un peu le même, et puis je vais revenir un petit peu comment moi j'en suis arrivé à ça. C'est tu testes ton code, tu commit. Si ton test fail, ça revert. Donc c'est test n commit. Donc Okay. si tes tests passent, ça commit ou revert. Donc ça efface tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as changé. Ça efface tout ce que tu as fait. Donc alors comment faire ça, je vais te dire. Alors moi je suis un peu moins nazi quand même, mais c'est un peu la même démarche de dire en fait tu veux quand tu te lances, quand tu appuies sur run, tu vas être suffisamment confiant pour ok ça part, sinon je vais pas pénaliser, mais tu vois je recommence, tu vois. Et alors c'est une expérience lui qu'il a fait, il l'utilise pas réellement en production dans son quotidien. Nous sur le coup on l'utilise vraiment dans le quotidien, mais il a dit essayez l'expérience, c'est assez fascinant, on découvre des choses sur la manière dont on code. Et effectivement en fait tu testes, les tests passent pas, ça revert, tu putain fais chier, bon je vais y aller peut-être pas à pas, et tu vas plus découper, tu vas réfléchir à 2 fois avant d'appuyer sur ton test, tu vois. Donc ça a suscité des trucs comme ça. Donc non, apparemment je suis pas le seul à y avoir pensé. Maintenant, la manière dont c'est arrivé, je vais peut-être répondre à cette question avant de répondre à la deuxième, c'est au début d'Okla, effectivement, on est dans la santé. Du coup, je me dis la qualité c'est important.
et puis moi j'aime bien comprendre pourquoi on fait des bugs, etc. Du coup, je m'intéresse à la qualité. Et pour ça, je me suis dit, j'ai passé du temps à côté des développeurs pour voir comment ils codent et voir si ils font de la qualité ou pas. Et du coup, j'étais avec Xavier, qui était un de nos premiers devs, et qui venait d'arriver et qui avait un ticket très simple à faire. Il devait centrer du texte sur une modale, donc on faisait une application mobile. Il y avait du texte qui était décalé sur une modale, c'était un bug, et il fallait le centrer. Bon, un truc assez simple. Ça paraît simple dit comme ça, effectivement. Ouais, ça paraît simple. Et je pense qu'on a tous eu affaire à centrer des trucs sur des écrans. Et du coup, il m'a dit, bon, écoute, je vais pas te mentir, je suis un peu rouillé, donc je vais regarder sur Stack Overflow. Il n'y avait pas encore ChatGPT à l'époque pour lui demander. Et pour retrouver le CSS pour centrer ça. Donc il trouve un bout de code, je sais plus, c'était Text Align Center, quelque chose comme ça. Hop, il copie, il colle, il appuie sur Run. 3 minutes pour builder l'app, il regarde, il va sur le bon écran, et il regarde, et il dit merde, ça marche pas. Ok, ah non, mais en fait, dans ce cas, ça marche pas. J'ai vu sur Stack Overflow, il y a un autre mec qui a répondu, il a dit il faut utiliser margin, auto, machin. Il teste, tu vois le truc, ça marche pas. Il fait ça pendant 45 minutes, il s'arrache les cheveux, moi je fais bon, écoute, Xavier, j'ai plus que 15 minutes là, puisque j'ai autre chose à faire après, tu veux pas juste. On va faire un truc, c'est que t'as droit plus qu'à un seul essai. Voilà. Et on va voir si tu y arrives. Mais prends le temps qu'il faut. Et je veux que tu appuies sur Run, ça marche. Et du coup, ce qu'il a fait, il s'est posé, il s'est dit, j'ai essayé de comprendre en fait ce qui se passe. Il a pris papier, crayon, et ressente. Ah, en fait, c'est une flexbox, j'ai des box comme ça, etc. Et là, il finit de coder, et il est prêt à appuyer sur Run. Je dis, attends, t'es sûr? Il réfléchit. Ouais, là, je suis sûr. Il appuie sur Run, ça marche. Et là, j'ai commencé à avoir cette idée. Je me dis, en fait, pourquoi on perd toujours 45 minutes en fait, à tester des trucs, à attendre que notre app build ou que ça compile, ou, etc., plutôt que faire bien du premier coup. Donc, c'est un peu là le début du truc. Et donc, pour répondre à ta deuxième question, en fait, quand on parle de qualité dans la santé, l'industrie va toujours sortir des normes ISO, il faut respecter ces normes ISO, il faut avoir des procédures, il faut ce qui est pour moi pas faire de la qualité. Faire de la qualité, c'est comprendre réellement qu'est-ce qui se passe au moment où on produit, donc au moment où on fait la pièce, au moment où on code, le moment où on assemble le dispositif médical, ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que en fait il y a un défaut? Qu'est-ce qui fait que la pièce elle est mal assemblée, mal vissée? Qu'est-ce qui fait qu'on crée un bug? Les normes, elles disent en fait, je vais rajouter des barrières. Faut tester une fois il faut faire une étape de vérification. Après, il faut faire une étape de validation. Okay, sensiblement la même chose, mais voilà, faut faire des tests en permanence, des tests. Et on pense que faire plus de tests, ça va augmenter la qualité. Mais finalement, c'est comme des couches de gruyère. Hein, tu vois, tu rajoutes tes tests sont faillibles, donc ils ont des trous. Et il suffit que tes trous de gruyère soient alignés, et puis hop, tu laisses passer un bug. Tu vois. Mais justement, en multipliant les tests, tu réduis la probabilité d'avoir des trous alignés, en fait. Ouais, je te dis, moi je vais pas faire. Je vais éviter dès l'instant zéro que ce bug il se crée, en fait. Après, je dis pas, effectivement, il faut faire des tests, et en vrai, on en fait. C'est-à-dire, on va pas dire, j'appuie sur Run, ok, je pousse en production, tu vois, c'est fini. Non, on fait de la code review, on fait de la validation avec le product owner qui va bien s'assurer que c'est ce qu'il fallait faire. Il y a une CI qui tourne, enfin tout ça. Mais c'est vrai que mon rêve, c'est de dire, en fait, on est tellement confiant dans la qualité de ce qu'on fait que là, je peux shipper en production direct, je sais que ça va marcher. Donc, t'es partisan du tester, c'est douter? Tester, c'est douter, ouais. Ouais, carrément. Ouais, tester, c'est douter. En tout cas, on est obligé de tester factuellement, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas les outils pour le faire. Mais je pense que, tu vois, il y a des technos qui se développent autour des langages formels, par exemple. L'idée, c'est tu codes et en même temps, tu écris la preuve mathématique que ce que tu as écrit, c'est valide, c'est mathématiquement prouvé que ça va faire exactement ce que tu veux. Là, j'écris avec ce langage. Alors, je sais plus, il faudrait que je retrouve le nom de ces langages preuve formelle. Mais tu codes, tu appuies sur Run, tu sais que ça va marcher. Je peux direct ship en production. Donc, il faut faire attention. Effectivement, les tests, de manière pragmatique, ça sert à quelque chose. Mais c'est pas si vous avez des problèmes de qualité,
C'est pas en rajoutant plus de tests qu'on va forcément faire plus de qualité. Peut-être plutôt s'intéresser à l'origine. Alors, oui. Alors, je suis d'accord. Non, c'est vrai. Non, mais c'est plein de bon sens, en fait, effectivement, ce que tu dis. Même si... Alors, c'est peut-être que j'étais trop formaté, mais tu as envie de te dire, bah, tu fais moins passer d'erreurs en prod en faisant plus de tests. En fait, tu vois, pour prendre un peu un autre parallèle, j'avais vu il y a longtemps, il y avait beaucoup de gens qui critiquaient les process de recrutement des Facebook, des Google et compagnie en disant en fait votre process il est hyper rigide moi je connais quelqu'un de brillant qui est hyper intelligent ou hyper intelligente qui n'a pas passé votre process et du coup votre process est faillible parce qu'en fait il y a des gens très bons qui ne sont pas pris. Et ce qu'ils expliquent, ils disent en fait oui c'est vrai, il y a des gens très bons qu'on n'arrive pas à repérer parce qu'effectivement ils ne rentrent pas dans les cases. En revanche, notre process permet d'éviter de faire rentrer quelqu'un de mauvais parce que ça c'est très délétère. Quand tu fais rentrer la mauvaise personne, elle peut drastiquement nuire à ton opération. Et en fait en multipliant les tests sur ton code, t'évites ça en fait de faire passer, c'est-à-dire que tu produis pas du meilleur code mais t'évites de shipper du mauvais code. Alors il y a une autre perspective là-dessus. C'est effectivement par exemple Facebook, oui, ils peuvent c'est un coût en fait tout ça. C'est toujours une idée de trade-off. Et il faut en avoir conscience. Le logiciel qui était embarqué dans la fusée Ariane 5, alors déjà il y avait un bug dedans, mais il y a un indicateur, alors on peut en débattre de la pertinence de cet indicateur, qui compte le nombre de bugs par ligne de code. Si tu regardes, en gros, dans l'industrie web classique, c'est un bug tous les 1000 lignes de code. Voire moins, ça dépend en fonction de ce que tu fais. L'industrie spatiale, c'est une tous les 100 000, un truc comme ça, voire 1 million. J'ai plus forcément besoin de grandeur en tête. Mais par contre, mettre en prod un logiciel dans une fusée, ça va prendre 2 ans, quoi, même plus. Maintenant, nous, là, on est en train de développer des dispositifs médicaux numériques. Ce qui fait que aujourd'hui, les logiciels sont si mal adaptés, et en vrai, les logiciels sont très mal adaptés au quotidien des médecins, au quotidien des soignants. C'est parce qu'il n'y a pas cette capacité d'itérer vite sur le besoin. Donc cette capacité d'itération, de tester vite, oui, je suis d'accord, elle est hyper importante, mais elle est à un échelle de produit. Tu veux tester rapidement ton besoin, tu veux tester rapidement tes hypothèses. Mais en même temps, tu veux shipper, tu veux faire de la... Donc il y a un trade-off, tu veux faire de la qualité et shipper rapidement. Donc c'est un peu ce trade-off là, c'est-à-dire que si tu rajoutes des barrières, oui, tu vas augmenter ta qualité, marginalement peut-être, ou significativement, mais tu vas avoir un énorme coût supplémentaire en lead time, coût de développement. Donc l'idée de s'intéresser au début et vraiment à l'origine, c'est d'allier les deux, tu vois, de faire de la qualité et de garder ta vélocité. Ok. Du coup, pour essayer de creuser un peu cette mécanique que tu as en place, tu peux nous détailler un peu le process et qu'est-ce que tu entends par tester une fois. Tu nous as parlé de ta CI/CD, tu vois, à quel moment ça s'intègre dans ta CI, à quel moment, tu vois, est-ce que c'est juste, est-ce que je dois juste runner tous mes tests unitaires avant de commit une seule fois, ou est-ce que c'est quand tu codes une page web toutes les fois où on fait un F5 pour voir l'affichage. Donc c'est plutôt quand tu fais un F5. Okay. Si je reprends l'exemple de Ken Beck, lui c'est tes tests, donc c'est tes tests unitaires. Si ton test unitaire il passe pas, ça revert. Nous on n'est pas allé jusque là, c'est-à-dire que les tests unitaires, je pense que c'est une bonne chose. Le vrai moment où tu perds en efficacité, c'est quand tu refresh, c'est quand tu compiles. Je pense qu'on le perçoit de moins en moins ça, parce que tu as toutes les technos de hot reload, de fast reload, enfin moi avant je faisais pas du web, je faisais du C#, c'était plutôt donc c'était un langage compilé, il fallait que ça compile, ensuite tu lances le programme et tu regardes, tu avais toujours 3 minutes avant de tester ce que tu as fait. Quand j'ai découvert la techno web avec la possibilité de faire du hot reload, tu changes la couleur, ça change pas direct, en fait je trouvais ça magique, mais en fait du coup ça te fait perdre le côté je comprends ce que je fais, tu vois. Et j'ai perdu le sens de ta question, pardon. C'était
c'est quoi ton process en détail en fait? Ouais. À quel moment ça s'intègre vis-à-vis du commit, de tes tests unitaires et compagnie? Ouais, donc c'est vraiment au niveau du F5. C'est le moment où tu passes de ton IDE, t'as codé la feature et tu penses que ça a marché, et t'appuies sur Run, t'appuies sur F5, tu regardes ton appli mobile, tu regardes ta page web, etc. Ça, c'est un test. Ça, c'est un essai. On compte en essai, en fait. Si, à partir de ce moment-là, normalement, tu touches plus à ton IDE, t'as plus qu'à commit. Par contre, après, il y a effectivement la CI qui tourne, etc. etc. En vrai, on le regarde pas encore, en vrai, ça. On dit pas, une fois que t'as commit, ta CI doit passer du premier coup, le PO doit être du premier coup, etc. etc. Là, on s'intéresse vraiment au début. Par contre, oui, ça, ce serait assez ouf comme d'avoir cette notion du premier coup à chaque fois. C'est-à-dire que même ta code review et compagnie, si tout passe du premier coup, là, on est sur une production... J'aimerais qu'on y arrive, tu vois, c'est la vision. Là, on commence par ça, et puis je pense qu'il y a de la valeur aussi à s'y intéresser, à se dire, ok, comment je fais en sorte que ma code review passe du premier coup. Ça peut créer des biais. Genre, je fais pas de code review. Mais je pense que ça va poser des questions intéressantes. Donc, peut-être pour donner quelques exemples de qu'est-ce que ça a suscité chez nous. Typiquement, qu'est-ce qu'on a eu dernièrement? Ouais, si je reprends mon exemple avec Xavier, là, qui apprend qui a centré du texte sur une modale. En fait, derrière, on utilisait donc Flexbox. Et en fait, on s'est rendu compte, en fait, le fonctionnement Flexbox, c'est pas si clair. Et puis, tiens, on va peut-être demander à Maxime à côté, et en fait, Flexbox, tu maîtrises pas. Pas tant que ça. Du coup, semaine d'après, on fait un training sur Flexbox, voilà. Et si on s'était dit, c'est bon, on a réussi à shipper, hop, next, je peux te dire qu'on aurait fait un autre bug comme ça sur Flexbox, tu vois. Et c'est peut-être pas Xavier, ça aurait été Maxime, etc. Donc, ça reste, à chaque fois, on va chercher des opportunités pour apprendre. On va pas chercher des bugs, tu vois. On va pas se dire c'est mal, t'as mal fait du premier coup. On va chercher des opportunités pour apprendre et pour partager ces apprentissages, quoi. Ouais. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que au-delà du fait que ça t'oblige à une phase de réflexion un peu plus poussée, parce que faut être sûr effectivement de ce que tu es en train d'écrire, ça t'oblige surtout à une compréhension plus poussée, parce que cet exemple que tu as de la Flexbox, en fait, il est hyper pertinent au final, parce que c'est vrai que le CSS, quand tu es dev web, alors à part quand tu es dev front et que c'est ton quotidien, où effectivement tu as une maîtrise du truc, en tout cas je l'espère, mais c'est vrai que moi j'ai pas été spécialement dev front, je le vois aujourd'hui quand j'interviens chez Ada, qui est une école de développeuses, avec du coup des gens qui découvrent comme ça ce métier-là. C'est vrai qu'il faut leur expliquer le concept de la viewbox, de toute cette différence entre quand tu parles de la window, de la viewbox, t'es dans ta diff, de toute cette notion de positionnement. C'est vrai qu'en fait ça t'oblige une compréhension vraiment très fine de ok, en fait, où je suis, qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller. Donc, et tu peux facilement tricher, tu vois. Justement, si tu utilises des margins, tu vois, il y a souvent des bonnes pratiques. Tu veux enseigner les bonnes pratiques, les bonnes manières de faire. En front, tu as 1000 manières d'arriver au même résultat. Donc, oui, c'est pour ça que c'est important de comprendre ce que tu fais pour essayer d'apporter les bonnes pratiques. Ouais. Ouais. Du coup, ça, c'est une philosophie ou une pratique ou un procès, je ne sais pas, que tu appliques au quotidien à toute l'équipe. Ou est-ce qu'il y a, je sais pas, des timebox ou des équipes qui sont concernées, d'autres pas? Enfin, tu vois, comment ça se ventile? C'est une très bonne question. Donc là, j'ai envie de dire que c'est une philosophie plus qu'une méthode, parce que t'es dans un état d'esprit quand au moment de coder, tiens, je vais essayer de faire bien du premier coup. Maintenant, comment on insuffle cet état d'esprit, c'est un vrai challenge. Le moyen qu'on a eu de le faire chez Okla, déjà ça a été assez facile parce qu'on l'a fait dès les premiers devs, donc tu crées la vie de la culture et puis tout le monde en parle. Donc dès qu'il y a un nouveau, en fait, il s'inscrit dedans. Ce qui a permis de développer, c'est la gamification. Donc quand on était avec Maxime et Xavier, on était dans l'open space, il y avait un grand tableau blanc, j'ai tout effacé, j'ai écrit Maxime, Xavier, Thomas, hop, 3 traits, et j'ai dit ok, dès que vous faites un raise the first time, vous faites bien du premier coup, vous mettez un petit bâton. Et bien sûr au début on n'y arrivait pas, ou alors ça négociait, tu vois, ah non mais là je l'ai fait presque, tu vois, j'ai fait en 2, vas-y, non ça marche pas, tu vois. Et il y avait une petite frustration, franchement on a bien mis une semaine avant de mettre un premier bâton, et après il y a quelqu'un, hop,
Il en met un. Je fais, non, comment t'as fait, tu vois, et montre-moi. Donc ça crée un petit peu un engouement et on. Tu vois, c'est un des. Je comparais un peu ça dans les équipes sales et recrutement en général. Quand tu signes un nouveau contrat, tu célèbres, tu as un petit gong, un petit truc. Bah, c'était un peu la même idée, mais pour des devs. Et donc ça, c'est naturellement, ça a pris. On a mis ça en place il y a du coup 1 an et demi. Et je veux dire, dans toutes les équipes Okla, ouais, tout le monde essaie de l'appliquer au quotidien. Effectivement, il y a des situations plus difficiles que d'autres où il y en a qui lâchent, il y en a qui font. Il y en a qui suivent, il y en a qui suivent pas. Mais c'est pas grave en fait. Enfin, tu vois, j'ai pas envie. Si la mayonnaise prend pas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui marche pas et du coup je vais m'intéresser. Ah bah tiens, pourquoi c'est difficile pour toi? Est-ce que tu vois l'intérêt? Non. Vas-y, tiens, on essaie ensemble. Ah non, mais là c'est compliqué parce que sur mon projet en ce moment on fait beaucoup de recherches, on fait beaucoup de conception. Donc j'ai l'impression que ça se prête pas trop. Ah ouais, pourquoi? Tiens. Et puis en fait on adapte la méthode et on améliore la méthode, les outils autour de ça. Ce qui est plus difficile, et j'en parle autour de moi, c'est quand tu as déjà une équipe et tu veux mettre en place. Par où tu commences? C'est souvent une question qu'on me pose. Par où tu commences? J'ai pas craqué le truc, honnêtement. Je pense que c'est difficile. Je pense que ce qui est important, c'est de le co-construire en fait avec son équipe. Alors, au final, moi j'étais avec Xavier, avec Maxime, on l'a fait ensemble, on a designé la méthode et aujourd'hui elle est ce qu'elle est parce que on l'a fait dans notre contexte avec ces gens-là. Tu arrives avec une équipe de, je sais pas, même 5 devs, tu leur dis bah maintenant, à chaque fois que vous codez, faut écrire le nombre d'essais que vous faites. Parce que concrètement, c'est ça que je propose de faire au début, c'est tu as ton système de ticketing, je sais pas, Jira, Notion, Trello, tu rajoutes juste un petit champ sur ton ticket, nombre d'essais. Et du coup, quand tu finis ton ticket, tu passes en code review et là, tu indiques le nombre d'essais que tu as fait. Est-ce que c'est 1, c'est 2, c'est 10, c'est 20 et du coup, si c'est 1, right the first time. Si c'est pas 1, c'est un défaut. Et tu regardes. Voilà, tu regardes et t'en parles avec tes équipes. Ça me paraît être le moyen le plus simple de commencer, mais aujourd'hui, ça prend pas toujours. C'est dur. Donc du coup, ce que tu nous dis au final, c'est que l'implémentation de cette méthode, tu l'as faite au travers de multiples tests et que c'est pas encore parfait. Ah non, c'est pas parfait du tout. Bah non, c'est pas parfait parce que et ça sera jamais parfait parce que ça doit s'adapter aussi en fonction des contextes et des situations. Ça marche bien parce que je sais pas, on a si demain en fait on fait plus de tickets, si demain j'en sais rien en fait. Tu vois, ce qui est important c'est de l'améliorer en continu. On parle toujours d'amélioration continue, c'est du coup d'avoir une routine et de le regarder, d'en parler avec ses équipes, de s'y intéresser. Et dès qu'on arrête de regarder, ça marche plus. Et comme n'importe quelle méthode ou philosophie ou ce que tu veux, tu regardes plus, ça marche plus. Mais en termes de marketing, que ta méthode right the first time ne soit pas valide dès le premier coup, c'est dommage. Ça marche jamais du premier coup. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on dit qu'il faut le faire. C'est l'objectif, tu vois. Il faut que ce soit right the first time. Mais un dev arrive, on lui dit maintenant tu dois coder right the first time. Tu te dis quoi? C'est n'importe quoi. C'est pas possible. Je sais pas comment ça va marcher. Mais essaye, ok. Et puis juste compte. Et en fait, le premier il n'y arrive pas, le deuxième il n'y arrive pas. Au bout d'une semaine il n'y arrive pas. Et puis peut-être au bout de 2 semaines, 3 semaines, hop, il a fait son premier. Et là il y a un déclic. Bah, c'est la même chose, tu vois. C'est dur, mais c'est une vision. La vision, c'est si je vais aller encore plus loin, c'est je finis de coder, je push en production. Je me dis complètement taré, tu vois. Personne va faire ça. Je dis bah, juste c'est une expérience de pensée, tu vois. Et si, et ben c'est un peu la même chose, tu vois. Donc ouais, c'est pas right the first time. Mais faites des essais déjà. Ouais. Essayez-le et puis vous verrez. Ce que je trouve intéressant, c'est effectivement cette attends, j'ai perdu ma question. C'était sur la notion de mise en place. Ça prend un coup de flotte. Ah zut, elle m'a échappé. Ça reviendra à un autre moment. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est cette approche de la qualité que tu as. En quoi est-ce que c'est un
Ah non, j'ai retrouvé ma question. Ma question, c'était sur l'évolution que ça implique sur ton équipe de dev. Ouais. Est-ce que ça fait pas qu'au final, on réduit les tickets à la valeur unitaire la plus petite possible pour faire en sorte que, au final, à chaque fois que tu commits une ligne de code et tu es à peu près sûr du changement et du coup, en fait, tu multiplies juste le nombre de commits et donc ça fait pas vraiment gagner du temps ni en qualité en tant que tel. Alors c'est un effet, mais pour moi c'est un avantage de faire des petits commits, de faire des petits tickets. Je te parlais de Ken Beck, c'est ce qu'il prône dans Extreme Programming, et puis ça, je sais plus, ça doit avoir bientôt 20 ans comme bouquin, donc c'est pas nouveau. L'idée de faire des petits tickets, d'avancer pas à pas, ça permet de donner la visibilité au fur et à mesure sur ce que tu fais, ça permet d'impliquer d'autres personnes, ça évite de faire des tunnels pendant 5 jours, en fait t'en es où ? Ah mais t'aurais pu me demander, en fait, ça je savais, j'aurais pu t'aider. Donc pour moi c'est une bonne chose de faire des petits tickets. Donc oui, ça incite ça, j'espère, enfin je pense que c'est effectivement un effet. Et c'est tant mieux, et franchement c'est tant mieux. L'autre effet que ça a, c'est que ça incite aussi à faire du TDD. Parce que effectivement, tu vas effectivement se raisonnement petit par petit, t'écris une grosse fonction, une méga fonction, tu te dis ok, bon, voilà ce que va faire ma fonction, tu te rends compte qu'elle fait 50 lignes, et là tu te dis, elle pue un peu cette fonction quand même. Alors tu vas dire, bon, je vais peut-être la tester, et après tu vas dire, alors c'est pas forcément TDD, effectivement, c'est plutôt, ça force à faire des tests en tout cas, des tests unitaires, et voir faire du TDD, sur le coup, je vais déjà découper fonctionnellement ce que je vais faire, ensuite je vais créer les fonctions, etc. Donc ça a des effets un peu de bord qui sont bénéfiques. Il y en a des négatifs aussi, je vais pas survendre le truc, mais sur le coup ça c'est des bons effets. Ouais. Est-ce que du coup dans la négociation que certains peuvent essayer de faire en mode si mais en fait est-ce qu'il n'y a pas aussi le test était mal codé parce que tu peux avoir un bug dû au test pas... Ouais, j'ai eu des... Alors du coup ça a suscité pas mal de questions comme ça, mais du coup si le test il passe pas, ça marche quand même, parce que fonctionnellement ça marche, mais c'est le test qui marche plus, donc l'acier a pété ou des trucs comme ça. Est-ce que c'est le de first time, etc. Je me dis tiens, on y réfléchit, tu vois, et on améliore le standard, tu vois, on améliore la méthode. Et du coup c'est, tu vois, on pourrait se dire non mais les devs vont pas accepter le truc ou parfait, tu vois, c'est l'effet escompté, tu vois, on parle de qualité en fait au final. Tiens, les tests ils pètent, tiens c'est intéressant, pourquoi ils pètent, tu vois. Est-ce qu'il sert à quelque chose ce test, tu vois, c'est ce genre de truc. Donc ouais, ça amène des discussions, mais du coup pour moi c'est une bonne chose, tu vois. Ouais. On a une question d'Adam sur le chat TikTok. C'est lié avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que ça t'oblige à avoir une connaissance précise et un peu pointue de ce que tu fais. Ouais. Lui, ce qu'il dit, le problème, c'est que si on approfondit chaque connaissance, on ne s'en sort plus après. Parce qu'effectivement, en fait, il y a quand même beaucoup de sujets à creuser. Certes, c'est pertinent d'avoir une vision un peu plus vaste, mais ça peut être aussi une perte de temps. Donc, tu vois, est-ce que cette méthode fait que les quick fix ne sont plus possibles parce que tu es obligé d'avoir toujours une compréhension fine et précise de ce que tu es en train de faire? Alors peut-être un truc pour préciser, c'est que tu fais pas right the first time, on va pas non plus te taper sur les doigts. C'est-à-dire que c'est une mentalité à avoir, et à chaque contexte aussi, c'est aux développeurs de s'adapter. C'est un outil, quoi. C'est vraiment un outil. Maintenant, je pense que effectivement, on peut pas tout maîtriser. Par contre, ça permet aussi d'identifier les sujets où il faut peut-être monter en compétence sur le coup. Parce que ce que j'ai pas expliqué, c'est nous on utilise Notion comme gestion de ticket, gestion de projet, et à chaque fois que tu commences un ticket, tu rajoutes dans une base de données Notion le lien vers le ticket, et quand tu as fini tu mets le nombre d'essais, et si tu as fait un essai, ça écrit Read the First Time, ça envoie un petit truc sur un channel Slack pour créer un peu d'engouement, tu vois, c'est le côté le tableau là que j'avais fait au début, mais sur Slack. Et si tu mets plus de 2 essais, tu as une formule qui met c'est un défaut A, tu vois. Et ensuite tous ces défauts, c'est du matériel d'apprentissage.
ok, tiens, une fois par semaine, par exemple, le tech lead du projet va regarder les défauts qu'il y a eu cette semaine. Du coup, il y en a beaucoup plus que si tu regardais juste les défauts en production. Donc ça prend un peu de temps. Il faut vraiment s'y intéresser. Mais comme c'est des sujets qui sont très frais, c'est très facile de les analyser. Ah bah ouais, là en fait, dans les Flexbox, en fait, je savais pas comment ça marchait. Hop. Lui, on va le catégoriser Flexbox, tu vois, ou CSS. Donc en fait, tu peux ensuite les catégoriser et ça permet d'identifier ce qu'on appelle des weak points et du coup d'identifier des sujets de compétences qui peuvent manquer à l'équipe. Ah bah en fait, Flexbox, on voit qu'on maîtrise pas, on fera peut-être une formation là-dessus. Maintenant, s'il y a un sujet précis que tu reverras plus jamais, c'est pas grave, tu n'as pas fait le right the first time, tu sais que tu sais pas, et passe à autre chose, quoi. Alors, c'est justement une question que vient de poser Areski sur LinkedIn. C'était, est-ce que du coup, tu as eu des prises de conscience du style, ah ouais, c'est vrai, en fait, j'assure pas, tu vois, est-ce que ça a été plus ou moins difficile à vivre pour certains développeurs? C'est un peu une claque, en vrai, tu vois, je pense qu'en code, on se ment toujours un peu à nous-mêmes. Tu vois. T'as l'impression de savoir ce que tu fais et tiens, typiquement, hier, j'ai essayé de coder un Slackbot. Voilà, il y a la doc, c'est à peu près clair. J'avais déjà fait une fois. Je code et vraiment, j'ai passé 2 heures à juste faire marcher mon putain de Slackbot. Si t'as pas la démarche d'essayer de faire the first time, tu dis bon allez c'est bon, maintenant j'ai réussi, je passe à autre chose. Donc c'est un peu une claque, tu dis mais en fait il y a plein de trucs que je maîtrise pas. Ouais, c'est fine, et c'est normal de pas tout savoir. Et du coup ça te fait réfléchir à c'est quoi les bons sujets, ça te fait réfléchir à avec qui je peux en parler. C'est un peu dur, mais l'autre versant de ça, c'est quand tu arrives à bien faire du premier coup, putain c'est super cool, quoi. Tu sais, je t'avais raconté l'histoire quand dans ma boîte précédente, quand on faisait une pipeline de données en Java, il fallait compiler le truc, ça prenait 15 minutes pour le lancer, pour tout processer. Moi, je peux te dire que la fois où on avait passé une journée à coder, on appuie sur Run, ça marche du premier coup, mais putain, on était content, quoi. On va prendre une bière et voilà. Donc c'est un peu dur, mais c'est très cool aussi, tu vois, genre t'as les deux côtés. Est-ce que ça accélère pas aussi une forme de spécialisation, parce que du coup tu peux avoir certains devs qui vont se dire je prends pas ce ticket là parce que je serai pas en mesure de le faire du premier coup, parce que c'est pas mon domaine ou j'ai trop de choses à creuser. Et du coup tu peux avoir certains tickets qui restent à l'abandon pendant longtemps parce que personne ne veut les traiter, et à l'inverse d'autres qui sont pris super vite. Enfin tu vois, est-ce que ça, et t'as certains devs qui se spécialisent très vite alors qu'en fait ils auraient peut-être pu explorer d'autres sujets. Dans les faits, non. J'ai pas l'impression. Ça dépend aussi du moment. Si tu vois, tu dis là il y a une deadline très, très proche, il faut absolument shipper. Peut-être que justement on va avoir cette discussion en équipe de ce ticket là tu l'as déjà fait, peut-être tu peux le refaire, voilà. Après, ce qu'on prône beaucoup derrière tout ça, en fait, on prône l'apprentissage. On dit mais on veut que tout le monde apprenne, et sur les sujets aussi il a envie d'apprendre. Donc c'est fine de faire des erreurs, c'est fine de pas réussir du premier coup, c'est fine. Par contre, ce qu'on dit aussi, c'est le problème, c'est si t'as pas demandé de l'aide. Tu vois, si tu sais que t'y arrives pas, mais t'es resté dans ton coin, ça c'est un problème. Donc ça suscite plus ce genre de discussion de ok, c'est un truc que je sais pas faire, tiens, vas-y, est-ce que je peux passer du temps dessus si j'ai envie d'apprendre. Par contre, si tu restes bloqué 3 jours et t'as demandé de la personne, là on va essayer de comprendre pourquoi tu réagis pas plus vite, etc. Comment tu fais la prochaine fois pour demander de l'aide plus rapidement. Donc c'est un outil qui permet de tirer plus vite la sonnette d'alarme que quand tu passes 5 semaines, tu as l'impression, 5 semaines c'est beaucoup, 5 jours sur l'intégration d'une route en back-end, et en fait tu as l'impression que tu vas y arriver. À chaque fois tu te dis non mais là c'est presque, non mais j'ai une autre erreur, mais c'est là j'ai réussi, tu vois. Et en fait quand tu regardes, mais t'as quand même fait 25 essais, tu vois, genre il y a peut-être un truc. Donc enfin, en tout cas c'est notre philosophie. Maintenant ça dépend des contextes, c'est notre culture de boîte. Est-ce que dans d'autres, je serais ravi d'en discuter avec des gens qui veulent l'essayer dans leur boîte et voir quel effet ça a, et voir comment on peut adapter ça. Ouais. Ça fait combien de temps que tu as mis ça en place ? 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Ah, quand même. Est-ce que du coup est-ce que tu traques le nombre de tests qui ont été faits ? Et enfin tu vois,
Ma question, donc, c'est déjà, est-ce que tu as vu une réduction du nombre de tests ou c'est au final assez flat? Comment tu repères tu vois, est-ce que tu repères les anomalies en disant, bah là, tu vois, tu as dit tout à l'heure, tu as fait 25 tests, on peut en parler. Tu vois, est-ce que tu as un palier où tu te dis, là, il faut commencer à en parler avec la personne ou tu vois, comment est-ce que tu utilises cette data aujourd'hui? Alors là, on a de la data. La data qu'on regarde, du coup, c'est... alors, c'est pas complètement exhaustif, mais c'est assez représentatif. Où effectivement, sur Notion, on a une base de données Notion, on a tous les tickets. Donc, ça fait 2 ans qu'on répartit ces tickets. Donc, on a bien, je sais pas, on a bien 2000, 3000. Et on regarde chaque mois le nombre de write the first time. Et on va aussi regarder le nombre de défauts. Alors, je dis défaut, pas bug. Parce que pour moi, un bug, c'est quelque chose qui arrive en production. Tu vois, c'est vraiment le truc qui marche pas et on s'attend que ça marche. Mais entre le moment où tu n'as pas fait write the first time et le moment où tu as un bug en production, en fait, il y a d'autres types de défauts. Et donc, on a catégorisé en fait, les défauts en fonction du moment où ça arrive. Donc, write the first time, c'est write the first time. Si tu fais pas un write the first time, c'est un défaut A. Donc, c'est le moment où tu codes où tu as mis un défaut. Alors, tu pensais que ça allait marcher, ça marche pas. Quand tu passes en code review, et par exemple, la CI pète, c'est un défaut B. Tu vois, c'est encore dans ton équipe, mais pareil, c'est un défaut que tu n'as pas vu. Défaut C, c'est quand c'est le client qui a demandé la feature ou c'est le moment de faire la QA. Tu vois un bug, c'est un défaut C. Et quand c'est en production, c'est un défaut D. Donc tu vois, tu as une catégorisation comme ça en fonction du moment où le bug le défaut a été détecté. Et ce qu'on veut voir, en fait, c'est un shift left. Tu vois. On a de moins en moins de D, moins en moins de C, B, A. Tu vois. Et effectivement, on voit, je crois, on a fait l'exercice sur 6 mois l'année dernière. Je pourrais partager le graphique. On voit de plus en plus de write the first time et on a ce shift left. Donc c'est assez cool parce que ça montre qu'effectivement ça marche quoi. On détecte les défauts plus tôt, on s'en occupe plus tôt et les gens font plus de write the first time. Donc ouais, ça marche. Donc il y a de moins en moins de défauts, il y a moins en moins de qui défauts, passent. T'as désaligné les trous du gruyère, c'est ça un peu là. Exactement. Okay. Ouais. Est-ce que du coup c'est j'essaye tu vois, je trouve ça assez fascinant en fait ce côté de chercher effectivement ce côté plus de réflexion. Est-ce que tu as analysé la corrélation avec une vélocité? Est-ce que votre vélocité a augmenté? Est-ce qu'elle a diminué un peu? Parce qu'on imagine que tu prends peut-être un peu plus de temps de réflexion, mais tu fais moins de tests, mais tu as plus de temps de réflexion. Tu vois, est-ce que ça s'annule à un moment? On regarde la vélocité. On regarde en termes de points que tu peux faire par semaine. Il n'y en a pas vu de baisse, en tout cas. Il n'y a pas eu de... Ma conviction, c'est que sur le long terme, la vélocité va augmenter parce que l'équipe monte en compétences plus rapidement. En vrai, aujourd'hui, on ne l'a pas observé. Maintenant, il y a un peu c'est la difficulté à percevoir la différence entre précipitation et vitesse. On se dit, là, il faut que je ship rapidement parce que j'ai ma deadline, tu comprends, il faut absolument que ça passe. Et du coup, tu vas faire vite. Et du coup, tu vas pas essayer de faire le write the first time parce que tu dis, non, mais là, je veux tester vite. Et en fait, si tu utilisais ce même temps, tu vois, je pense que c'est vraiment ancré dans nos cerveaux ce côté. Non, je pense si j'appuie plus vite sur run, ça va marcher plus vite. Alors que si tu finis ta journée, tu prends un peu de recul, tu regardes, mais en fait, j'ai passé genre 2 heures juste à attendre que mon truc compilait, tu vois. Donc je pense que ça n'a pas d'impact sur la vélocité, voire ça l'augmente. Mais dans les faits, je ne l'ai pas observé. Okay. Je vais pas te mentir. Je serais assez curieux je m'adresse à tous ceux qui sont dans le chat. Partagez-nous le nombre de tests que vous avez fait aujourd'hui. Et est-ce que vous vous souvenez d'une fois où vous avez eu ce write the first time où vous êtes un petit peu appliqué parce que ça nous est tous arrivé un jour de se dire, allez, tu sais quoi, celle-là, je la code sans tester. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Donc, si jamais vous vous souvenez de ça, n'hésitez pas à le partager dans le chat. La question, du coup, aussi, pendant que les gens écrivent, donc, ça fait 2 ans que vous avez mis ça en place. Ouais. Tu nous dis que vous êtes une vingtaine de devs aujourd'hui. J'imagine que vous n'étiez pas les mêmes 20 il y a 2 ans quand vous avez commencé. Comment ça se passe pour les nouveaux arrivants dans l'équipe, que ce soit des juniors ou des plus expérimentés? Comment est-ce qu'ils prennent en main cet outil-là? Alors, c'est marrant parce qu'on a un dev XP qui vient d'arriver et on a une junior aussi qui est arrivée quasi en même temps.
Et du coup, les réactions ne sont pas les mêmes. Pour un dev qui peut être junior, c'est ah ok, bah c'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas beaucoup de questions. Et par contre, ce qui est assez marrant, c'est de regarder combien de temps il faut pour avoir son premier Web of FSM. À partir du moment où il arrive et le moment où il a son premier. Et ça a tendance à baisser. Okay. Comme si je sais pas en fait. J'ai pas réussi à comprendre pourquoi encore. Mais du coup, la première réaction, c'est non, mais c'est impossible. J'avais dit un peu au début, non, mais c'est impossible. Non, mais vas-y, juste fais-le. Et par contre, il y a un vrai travail avec le manager, donc le tech lead en général sur les projets. Si le tech lead il regarde pas les pièces, donc il va pas regarder les tickets en l'occurrence, combien d'essais il a fait et poser la question pourquoi, le truc il tombe, enfin il fait chou blanc quoi. Enfin, pas chou blanc, ça fait souffler quoi. Ça marche pas. Donc c'est hyper important que le manager soit impliqué dans cette démarche et qui passe par exemple, nous c'est dans l'onboarding, tu passes 15 minutes à la fin de la journée pour savoir comment la journée s'est passée, et dans ces 15 minutes au lieu d'avoir la discussion, bah ouais, tout est allé, ouais, je sais pas, machin, très bien. Donc, ok, vas-y, montre-moi tes tickets, tiens, montre-moi le nombre d'essais que t'as fait, tiens, pourquoi tu as. Donc ça permet d'engendrer une discussion qui est assez cool. Avec les dev XP, ouais, je pense que les réactions sont les mêmes, mais en fait, ils mettent plus de temps à en faire un, tu vois, parce qu'ils y croient pas, franchement. Et je pense que la première fois qu'on entend ça, on se dit non, c'est n'importe quoi, tu vois, genre, c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Donc je pense qu'il y a un côté soit t'es encore vierge de méthode etc., ou t'as un passif et tu dis ben non, je connais déjà des trucs, je vais pas me réinventer un truc nouveau. Voilà. T'as un moment privilégié où tu l'annonces dans le process de recrutement ou tu gardes ça en surprise pour l'onboarding? Premier test. Okay. Notre premier test, c'est un test de refacto. Donc on envoie un bout de code à faire au candidat, à faire chez soi, et on lui dit ben voilà, tu as ce bout de code, donc qui est dégueu, avec plein de if imbriqués, et on lui dit, on lui met un petit scénario, on lui explique ben voilà, il faut absolument shipper un nouveau truc demain, tu as 1h30 pour ajouter une fonctionnalité sur ce code. Et au passage, essayer d'améliorer la qualité, tu vois, on utilise des petits indices. Et alors là, déjà, on voit, tu parlais de sélection, on voit tout de suite ceux qui s'intéressent à la qualité. Donc, est-ce qu'il y en a qui vont faire des tests? Est-ce qu'il y en a qui vont refactoriser le code ou pas? Et en général, et de toute façon, c'est à chaque fois, ensuite on évalue sur 4 critères: lisibilité du code, fonctionnel, est-ce que ça couvre tous les tests et est-ce qu'ils passent bien? Il y en a 2 autres, donc lisibilité, logique, est-ce que rationnellement c'est fait de manière simple, et puis j'en ai un 4e mais j'ai oublié. Et ensuite on fait un débrief de cet entretien, donc il fait pendant 1h30, il envoie le résultat, nous on l'évalue, ensuite on a un entretien d'1 heure où on parle du coup de ça, et on parle du Web of FSM à ce moment-là, on parle de qualité, tiens, pourquoi tu as fait des tests, pourquoi tu n'en as pas fait, à ton avis il marche ou pas ton code, et on explique cette méthode dès le premier entretien. Ouais. Il y a Adam ou Adam qui nous dit dans le chat aussi sur TikTok, que lui dit en ce moment je suis surtout en train d'attendre la fin de l'apprentissage de mon modèle. Parce que c'est vrai que dans des phases tu l'évoquais tout à l'heure, ces côtés un peu d'exploration, de recherche, où tu as un dev qui va te dire, ou une dev qui va te dire en fait là c'est pas adapté au sujet que je suis en train de traiter. C'est vrai qu'il y a des phases d'exploration où on doit tester plusieurs fois. Et tu vois, en même temps, là, il parle de l'entraînement de son modèle, mais c'est ce que tu évoquais aussi sur ton expérience précédente, où tu as 15 minutes à attendre pour compiler ton code Java. En fait, le temps d'attente, le temps de résultat, d'obtention du résultat, et qui peut être parfois extrêmement long. Et du coup, ça nécessite effectivement de bien se poser la question avant de est-ce que ce que j'ai fait est juste, quoi. Ouais, exactement. Moi, je me pose toujours la question, OpenAI, là, où tu vois partout qu'ils ont entraîné un modèle où ça a coûté plus de 10 millions de dollars, tu te dis,
Putain, s'ils n'ont pas fait le right the first time, là, tu le sens passer. Donc, je pense que ça s'applique. Il y a vraiment, à chaque fois que tu as des temps longs comme ça d'attente, ça s'applique d'autant plus, quoi. Ça vaut d'autant plus le coup de se poser la question. Ok, avant de... où j'ai fini mon modèle, ça y est, il marche. Avant de passer au ticket d'après, prends 15 minutes pour comprendre, tiens, pourquoi il n'a pas marché du premier coup. Est-ce qu'il y a un truc... J'ai un exemple très concret là-dessus, sur du Terraform, donc infrastructure as code, où c'est pareil, tu vois, tu écris ton infrastructure as code, ensuite tu déploies, ça met bien 2 minutes à lancer, machin, tous les trucs. Et en fait... donc l'Ops qui avait fait le DevOps qui avait fait le code, il avait copié-collé un bout de config qu'il a mis là. Je me suis dit, ce bout de config il fait ça, je vais le mettre ici, je sais plus, c'était la configuration de DB. Et en fait ça marchait pas. Et ils l'ont corrigé après. Et ils se sont posés, au lieu de passer du coup au ticket d'après, ils se sont posés, qu'est-ce qu'on n'a pas compris? En fait, il fallait pas copier-coller, mais on aurait pu factoriser en fait ce bout de code. Et ils ont découvert que tu pouvais factoriser des trucs. Enfin, tu vois, ils sont intéressés au problème et ils ont découvert un nouvel apprentissage là-dessus. Donc, je pense que ça s'applique d'autant plus que quand tu as des temps longs, comme tu dis, pour vraiment voir l'effet de ce que tu as codé. Mais du coup, tu vois, si on revient à cette notion d'exploration et presque un petit peu de recherche, tu vois, quand tu sais pas trop où tu vas, quand tu es quand même sur ces phases effectivement de réflexion. Alors certes, tu peux avoir un temps long de résultat, mais tu as quand même la nécessité, entre guillemets, d'avoir plusieurs fers au feu, comme on dit. Ouais. Donc je suis un peu partagé, honnêtement, sur ce moment-là. Moi, je pense qu'il y a plus d'une fois où on mériterait de reprendre un papier et un crayon. Tu vois, de reposer... c'est quoi le schéma mental que j'ai en tête de ce qui va se passer? Peut-être que le schéma mental n'est pas très complet, il manque plein de trucs, mais du coup, au moins, tu vois les trous. Et au moins, tu l'updates en permanence. Et tu vois, je vais donner un autre exemple. J'ai découvert une plateforme qui s'appelle StackBlitz. C'est un IDE en ligne où tu peux coder par exemple une app React, puis tu vois le résultat directement, tu peux le partager à d'autres. Il y a plein d'IDE en ligne comme ça qui permettent de faire ça. Et j'ai découvert que, tu vois, quand on fait un ticket, par exemple, tiens, je dois centrer un texte sur le modal, quand je fais ma conception, au lieu d'écrire dans mon ticket, là, il faut que je centre, je mets un lien vers une StackBlitz où je l'ai déjà fait. Et sur ma StackBlitz, en fait, je m'autorise à ne pas faire right the first time, tu vois, parce que le résultat est instantané et j'ai pas ces temps d'attente. Donc, du coup, ça me permet de focaliser sur, quand je fais de la recherche, sur des moyens où j'ai des itérations très rapides. Tu vois, si je reprends peut-être l'exemple du modèle, est-ce qu'il y a des moyens de comprendre ce que tu sais pas, d'apprendre ce que tu sais pas, avec des itérations plus rapides qu'avec ton modèle? Et je pense que se dire je fais le right the first time, ça favorise ça. Ouais. Tu parles effectivement de revenir à la feuille et au crayon. Ouais. Est-ce que pour toi c'est indispensable d'y repasser, c'est-à-dire que c'est un prérequis où on peut faire sans? Systématique. Vraiment, c'est des schémas. Parce que ça t'aide toi, ça t'aide aussi à aller te faire aider, à ce que les autres puissent t'aider. C'est une compétence tellement puissante de savoir exprimer clairement ce que tu sais et je trouve que tu passes beaucoup plus d'idées rapidement avec un schéma qu'avec un message Slack, que même quand tu l'expliques à l'oral. C'est indispensable pour moi de tout le temps. Tout le temps, papier crayon, tout le temps. T'évoquais aussi le fait que t'essayes de propager cette méthode pour te dire que idéalement t'écris du code et tu pousses en prod automatiquement. Donc squeezer toute la CI/CD, donc faire en sorte que cette Read the First Time descende plutôt jusqu'au déploiement. Ouais. Est-ce que tu n'as pas essayé de le faire remonter jusqu'au niveau du PO, voire même avant parce qu'en fait, parfois, tu te retrouves à développer une feature, ce qui certes fonctionne comme ce qui a été demandé, mais en fait, une fois qu'on la teste, entre guillemets, en prod, on réalise que c'est pas ce qu'on voulait faire exactement. Et tu vois, parfois aussi, est-ce que tu essaies aussi de remonter cette
cette philosophie au niveau du demandeur. Ouais, c'est-à-dire que alors ça on le faisait déjà avant. Il faut savoir que au Clan on s'est lancé dans le groupe Théodo qui est une agence qui fait du web depuis 2010, et ils ont mis un accent fort sur les méthodes Lean et Agile, et notamment en ligne on va chercher à apprendre de tous les problèmes qu'on rencontre, et donc ça c'est un problème c'est on a un écart, une situation idéale. Idéalement on veut que le PO il teste le ticket, ça, c'est exactement ce qu'il veut. Si c'est pas ce qu'il veut, il fait le retour, et on va chercher à comprendre pourquoi. C'est la même démarche, sauf que c'est des boucles un petit peu plus longues. Ouais. Là en fait ce qu'on a apporté c'est ces boucles de trouver des problèmes et d'apprendre de ces problèmes, mais beaucoup plus courtes, tu vois, au niveau du dev. Donc ouais, on le fait déjà, et ça tire des apprentissages, mais qui sont rarement liés à la technique, alors que ça peut l'être, tu vois. En fait, je pensais que le code il allait faire ça, en fait il faisait pas ça. On a rarement ces apprentissages quand on a des problèmes très loin, tu vois. Si le client est pas content, c'est parce que des fois c'est vraiment parce que quand le dev a codé la ligne de code et faisait pas exactement ce qu'il pensait qu'elle allait faire, c'est tellement loin en fait du moment où on a identifié le problème qu'on n'arrive pas à retrouver à ce moment-là. Donc en fait, quand on fait des résolutions de problèmes du coup sur des problèmes par exemple de remontée PO, c'est bien, faut le faire, mais on progresse pas techniquement en général. Ouais. Parce que tu vois, quand on évoque le fait de revenir au papier, au crayon, Ouais. tu vois, moi j'imagine, tu as une feature à développer, et du coup tu écris en fait ton process, ton flux d'informations, on va dire. Tu fais une espèce de diagramme, tu dis, bah voilà, si là j'ai ça, j'ai machin. Ouais. Et en fait, c'est aussi le moment où tu dis, en fait, là j'ai un use case qui n'est pas envisagé, du coup tu remontes au niveau de ton PO, on dit, bah là, ce use case, on fait quoi en fait, et c'est aussi... Ça permet d'engager des discussions avec... tirer la sonnette d'alarme, tu vois, avec les bonnes personnes assez vite. Ouais. Ouais. Complètement, ouais. Du coup, tu nous parlais aussi de donc, tes juniors qui s'y mettent assez facilement. Au-delà du fait que les juniors vont s'y mettre peut-être plus facilement que des seniors, est-ce que depuis que tu as mis ça en place, tu vois une différence dans l'onboarding des juniors ou même des seniors de manière générale ? Tu vois, qu'est-ce que ça a changé dans ton onboarding en fait en général ? Alors, il y a un... Si je fais avant qu'on fasse ça, même tu vois dans le groupe Théodo, parce qu'il le faisait, globalement on partage beaucoup de méthodes. Dans l'onboarding, il y avait très peu de discussions entre le manager et le dev junior qui peut arriver sur des sujets tech, parce que ce que fait le manager lors de l'onboarding des techs, c'est se poser, comme je t'ai dit, à la fin de la journée, se poser la question, est-ce que tu as rencontré des problèmes ? En général, les problèmes, c'est plus d'ordre opérationnel, je sais pas, mon badge il marchait pas, ou j'ai pas les accès à ça, ou la signature de mon email, j'ai pas réussi à la faire, etc. Et là, du coup, ça crée des problèmes. On crée des problèmes qui sont techniques, et du coup, ça crée du matériel d'apprentissage. Donc, en fait, le manager peut avoir des discussions beaucoup plus techniques dans l'onboarding des juniors, et identifier très vite tu as des sujets que ne maîtrise pas forcément le junior. Donc ça permet de faire monter en compétence beaucoup plus vite les juniors, parce qu'on parle de tech très rapidement, plutôt que en fait, repousser ce problème à en fait mon junior quand il commence à coder vraiment ses premières features et qu'elles vont en prod et qu'en fait on a des bugs utilisateurs, en fait ça arrive 5 semaines après l'onboarding du dev. Donc ça on voit vraiment l'effet. Je suis assez bluffé du niveau de compétences techniques d'un junior 3 semaines après qu'il arrive. Enfin, on a déjà des super discussions sur des sujets très pointus. Alors effectivement très spécialiste, je crois que c'était Adam qui en parlait, ou un des auditeurs. Effectivement il va être surtout compétent sur les technos qu'il utilise sur son projet. Il change de projet demain, il repart de zéro. Mais bon, dans les faits, c'est bénéfique, quoi. Ouais. C'est assez fascinant comme philosophie, comme stratégie. Ouais. Ça a l'air effectivement de fonctionner. Du coup, pour terminer, la question ce serait
Est-ce que pour toi, tout le monde devrait passer à cette méthode? Je suis prêt à aider tout le monde en tout cas à le faire. Je reste très intéressé de voir si ça peut marcher autre part. Donc moi je pense que oui, ou en tout cas la philosophie, oui. La méthode peut-être de comment vraiment on l'implémente est différente. Et j'encourage vraiment à, tu vois, comme Ken Beck, tu vois, et tenter ces genres d'expériences de test, commit, revert, et de voir l'effet que ça a au quotidien dans ses équipes, et puis ensuite d'amorcer des réflexions. Et je serais ravi en fait d'avoir le retour des gens là-dessus, de nos éditeurs, parce que moi c'est un sujet qui me fascine, simplement. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a un set de compétences spécifiques qu'il faut avoir? Parce que tu vois, on parle quand même de le fait de les bien comprendre. Si on reprend l'exemple de cette Flexbox, le fait de bien comprendre la Flexbox, comment ça se positionne et compagnie, tu as quand même une prédisposition, on va dire, à une capacité en tout cas à aller te creuser la tête, à aller chercher de la bonne façon, au bon endroit, ce genre de choses. Ouais. Est-ce que c'est accessible à tous? Est-ce qu'il faut que tu choisisses une spécialité en disant ok, en fait moi mon truc c'est le dev front, c'est le dev back, c'est l'iOS, le machin, pour vraiment pouvoir t'appliquer à ce genre de méthode? Je pense qu'il faut vraiment commencer par par des domaines qu'on maîtrise, parce que tout l'intérêt c'est de remonter vraiment la cause racine de ce qui s'est passé quand ça marche pas. Et si on reste trop superficiel, en fait ça va pas marcher, quoi. On a l'impression d'apprendre, on va peut-être mettre en place des actions qui vont... c'est marrant parce que j'avais assisté à une réunion comme ça où il parlait de défauts une équipe qui faisait une application en React Native. Ils avaient mis une scroll view, et dans cette scroll view il y avait une scroll view, de scroll view imbriquées, et sur iOS l'app crashait. Quand ils faisaient une action, l'app crashait, et leur hypothèse c'était on a deux scroll view, l'une imbriquée dans l'autre. Du coup, action, on met plus jamais deux scroll view imbriquées dans l'autre. J'ai dit ok, vous l'avez testé? On a dit non, mais vas-y, fais une app rapidement, mets une scroll view dans une autre view, il la lance, elle marche. Et en fait, on ne sait pas réellement pourquoi il y a ce bug. Ben, ok, fine, allons pas plus loin. Soit on veut creuser, mais prenons pas d'action si on n'est pas sûr de la root cause. Donc ouais, et on n'a pas d'expertise particulière, c'était un truc propre à iOS, tu vois, on ne sait pas faire. Soit on va demander à un expert de nous aider, soit on va pas plus loin. Et c'est fine. Donc je pense qu'il faut commencer par des domaines vraiment qu'on maîtrise, parce qu'il faut vraiment rentrer dans la technicité et comprendre les root causes des défauts qu'on a. Alors je sais que j'avais dit que c'était la question pour terminer, mais du coup il y en a encore qui arrivent. Mais est-ce que tu vois, tu nous parles du coup d'arriver à tu codes, tu mets en prod direct. Ouais. Et j'imagine que forcément tu vas me dire, bien sûr tu maintiens la code review, bien sûr tu maintiens ta CI/CD, tes tests unitaires et compagnie. Mais est-ce que en fait, si tu arrives en fait à un niveau de qualité qui te permet de te dire à un moment en fait, tu sais quoi, on décline, ça, on pourrait le faire. T'as pas le risque qu'en fait, tu vois, t'as l'effet inverse d'avoir des erreurs qui se mettent à passer parce qu'en fait la code review elle est faite un peu plus laxe parce qu'on se dit que les gens ça passe. Est-ce que trop de qualité tue la qualité? Est-ce que trop de qualité tue la qualité? En fait, c'est un rêve, et je pense qu'on n'arrivera jamais à atteindre, parce que dans tous les cas, les technos bougent trop vite. Là, c'est marrant quand on regarde aussi d'un point de vue un peu plus... tu vois, en prenant la hauteur, on regarde, mais en fait, c'est quoi les root causes en général de nos défauts? Il y en a énormément qui viennent de nos fournisseurs. Tu vois, qu'est-ce qui... avec... de la qualité des pièces qu'on nous donne. C'est un peu un langage de l'industrie, mais en fait ça s'applique très bien au dev. En fait, au quotidien, on utilise des technos, c'est pas nous qui les avons fait, tu vois, les langages, c'est pas nous qui les avons fait, on utilise des librairies open source, on les a pas fait, on utilise des API, on utilise des... Et en fait, les défauts, très souvent, viennent de ça. On n'a pas compris que l'API marchait comme ça, la doc était pas claire, l'API marche pas, le token marche plus, et en fait, c'est toujours à des interfaces qu'on maîtrise pas. Les défauts vraiment où très vite en fait tu comprends le code que tu utilises au quotidien. Donc je pense qu'on aura toujours des défauts, malheureusement, parce qu'on aura toujours tu vois, puisque nos fournisseurs évoluent, les librairies qu'on utilise évoluent, les technos évoluent, et on veut rester à la page. Par contre, c'est notre capacité à, d'une part, aider nos fournisseurs
pas, le nombre de personnes qui se sont dit tiens, là j'ai rencontré un bug avec une librairie. Il n'y en a pas beaucoup qui vont créer soit une issue, soit voir faire une PR et contribuer. Donc là, c'est des démarches qu'on essaie d'avoir. T'as un problème avec les librairies à Corée, je sais pas, t'as regardé s'il y avait une PR d'ouverte, tu veux pas en faire une. Et c'est un peu la même démarche avec, par exemple, tu peux faire la même chose avec un designer, tu vois, tu te dis, en fait, on a eu un défaut parce que le bouton était pas centré ou les marges étaient pas bonnes. Ok, t'as essayé de voir avec le designer si on pouvait pas faire un système qui simplifiait la démarche de expliquer comment le bouton doit être fait, tu vois. Et donc je pense qu'on aura toujours des défauts, mais parce qu'on aura toujours des... Tu vois, après, si tout le monde applique cette méthode et tout le monde a une qualité parfaite, peut-être qu'on n'aura plus jamais de défauts sur Terre. C'est super. C'est une belle utopie en tout cas. Merci beaucoup en tout cas Thomas pour cette discussion. Merci Bruno. J'aurais 2 dernières questions pour toi qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager à l'ensemble des auditeurs ? Ouais, alors comme je te disais, je regarde beaucoup Hacker News qui est maintenant sur ma homepage de mon téléphone. Et du coup, je suis énormément les sujets autour de la générative AI, le GPT, etc. Et une des newsletters que je peux partager que je suis beaucoup et que je trouve à la fois très marrante et puis très instructive, c'est celle de Ben's Beater. Il faut peut-être que je retrouve exactement le nom, mais c'est... voilà, je conseille si jamais vous cherchez du contenu un peu qualitatif sur le sujet, parce qu'il y en a beaucoup. Je conseille ces newsletters. Et après, je fais aussi un petit peu ma pub. Comme tu sais, je fais un podcast aussi qui s'appelle Made in Tech, donc sur les enjeux de tech en santé. J'invite des entrepreneurs, des médecins qui sont intéressés au sujet du numérique en santé. Alors c'est un tout petit podcast, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille, il est pas mal. Ok, top. On mettra effectivement le lien en description, bien évidemment. Ben Bytes. Voilà. Ben's Bytes. Ben's Bytes, ok, d'accord. On mettra du coup le lien aussi en description de cette newsletter. Et j'aurais une dernière question pour toi, qui est la question aussi rituelle du podcast. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Je vais dire tab. Tab. Ouais. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Thomas. Merci Bruno. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'aimerais faire un remerciement spécial pour Studio 1967 qui disait sur TikTok qu'il a découvert le podcast en janvier et qui depuis les regarde tous petit à petit. C'est une belle opération parce que je sais que je produis quand même pas mal de choses. Bravo à lui. Donc bravo à toi de tout suivre et merci surtout de rattraper comme ça tout ce qu'il y a en sachant qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont dans les cartons qui vont arriver. Donc merci beaucoup et merci à tous de partager ce podcast bien évidemment autour de vous. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.